vue d'esprit, Catherine Erard. Bonjour à vous et bienvenue dans À vue d'esprit. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur les croisades. Nous allons nous arrêter sur le découpage de la région du Proche-Orient qui a été fait au début du XXe siècle. Bienvenue à vous dans cette grande fresque que RTS Religion consacre aux croisades, Orient-Occident, regard croisé, pour mieux comprendre les liens et les tensions qui existent toujours aujourd'hui. Une série qui est signée par Alexandre Davoine. Gabriel de Sarzan, Fabien Hunenberger, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Alors dans ce vaste dossier, c'est vous qui vous êtes intéressé plus spécifiquement à cette période du début du XXe siècle avec une focale sur l'année 1916. Oui, parce que le 16 mai 1916, pour être précis, la France et l'Angleterre ont procédé à une répartition des territoires qui étaient sous leur contrôle au Proche-Orient. Et leur influence se lie aujourd'hui encore dans la région, dans le tracé des frontières. Alors si on avait une carte ici au milieu de cette table, qu'est-ce qui reviendrait à la Grande-Bretagne, Gabriel? Qu'est-ce qui reviendrait à la France, Fabien? Alors admettons que je sois français. Sous mes yeux, donc sur la carte, j'ai en bleu la zone où je peux installer mon administration direct. Alors, cette zone, c'est le sud de la Turquie, à peu près l'Anatolie actuelle, donc en Turquie. J'ai également droit à la bande côtière qui va du Liban jusqu'à la côte méditerranéenne de la Syrie. Ça, c'est une zone en bleu foncé sur la carte. C'est vraiment là où je peux mettre mon administration directe. C'est pas fini. J'ai sur la carte une zone bleu pâle qui correspond à ce qu'on appelle une zone d'influence. Alors là, c'est assez large, ça correspond à la Syrie actuelle, plus le nord de l'Irak, c'est-à-dire la zone de Mossoul. Et pour les Britanniques, Gabriel? Alors imaginez que moi je sois britannique, alors j'obtiens aussi une zone d'administration directe. Elle correspond au sud de l'Irak actuel, avec en plus le Koweït et puis la bande côtière, actuellement saoudienne, qui va jusqu'au Qatar. J'obtiens également, comme la France, une zone d'influence et dans laquelle on trouve la Jordanie, le centre de l'Irak, entre Bagdad et Mossoul environ. Cette zone d'influence plonge également vers le sud, en actuelle Arabie Saoudite, le long de sa zone d'administration directe. Et puis sur cette carte, il y a également des zones spéciales. Oui, alors effectivement, des petites tâches comme ça. La Palestine, par exemple, est considérée comme, je cite, une zone d'administration internationale. Et puis, plusieurs ports reçoivent un statut particulier. C'est notamment le cas de Saint-Jean-d'Acre et de Haïfa, qui sont placés sous administration britannique. Alors, il faut rappeler que ce sont donc des accords qui ont été conclus en chambre. C'est pas forcément le résultat d'une conférence internationale. C'est deux grandes puissances qui se mettent d'accord l'une avec l'autre. L'accord, d'ailleurs, est resté assez longtemps, plusieurs années secret, mais évidemment, cet accord, il a déterminé la géographie de la région, il a provoqué un certain nombre de réactions, et c'est précisément à ces réactions qu'on va s'intéresser. Avec deux intervenants en regard croisé, comme ça, il s'agit de Henri Laurence, professeur au Collège de France, et puis Ahmed Benani, politologue, anthropologue des religions. J'ai été chargé de faire connaître à votre Excellence que le gouvernement français accepte les limites telles qu'elles ont été fixées sur les cartes signées par Sir Mark Sykes et Monsieur Georges Picot, ainsi que les conditions diverses formulées au cours de ces discussions. Il demeure donc entendu que accord Sykes-Picot, accord dit secret, signé entre la Grande-Bretagne de l'époque et la France. Ahmed Benani. Sur la carte qu'on a, quand on regarde les accords de Sykes-Picot, on dit que Sykes était muni d'un crayon rouge et Picot d'un crayon bleu, et ils ont dessiné dans une chambre d'hôtel les contours du futur Proche-Orient. Et quels étaient les critères de ce découpage? On ne les connaît pas tout à fait. Dans le fond, il y a une version qui a été donnée au moment de la chute du Tsar. On est tombé sur une copie dans les archives de la Russie tsariste qui montre que ces accords étaient destinés à affaiblir, à porter le coup de grâce à l'Empire ottoman et à sa domination dans la région. Ce serait, en somme, une stratégie qui correspond à l'affaiblissement, pour ne pas dire à la liquidation définitive de l'Empire ottoman, laquelle liquidation sera consacrée par la conférence de Lausanne de 23, d'où sort la Turquie actuelle.
1. La France et la Grande-Bretagne sont disposées à reconnaître et à soutenir un État arabe indépendant ou une confédération d'États arabes dans les zones A et B indiquées sur la carte ci-jointe sous la suzeraineté d'un chef arabe. Dans la zone A, la France, et dans la zone B, la Grande-Bretagne, auront un droit privé sur les entreprises et les emprunts locaux. Dans la zone A, la France, et dans la zone B, la Grande-Bretagne, seront seuls à fournir des conseillers ou des fonctionnaires étrangers à la demande de l'État arabe ou de la Confédération d'États arabes. Au début de la guerre, Français et Britanniques sont plutôt partisans du maintien d'un système ottoman, au moins comme façade, parce que ça les intéresse plus, mais dans la mesure où pour les opérations militaires, ils sont obligés de frapper du côté de Constantinople. Les Russes font savoir à ce moment-là qu'ils veulent Constantinople comme but de guerre, et donc en conséquence de la décision de lancer l'opération militaire de Dardanelles, en 1915, Français et Anglais sont obligés de discuter du partage du reste, puisqu'ils sont obligés d'accorder aux Russes Constantinople, on est là entre la troisième et la seconde Rome, des rêves du panslavisme, de l'orthodoxie. Alors ensuite, vous avez des négociations qui sont extrêmement complexes, contrairement à ce qui était dit. La correspondance entre le shérif Hussein et MacMahon est antérieure à la négociation Sykes-Picot. Rappelons juste qui sont ces personnes. La première phase, c'est une correspondance entre le shérif de la Mecque du Hejaz pour lancer un soulèvement arabe avec le haut-commissaire britannique en Égypte, Sir Henry MacMahon. Donc c'est la correspondance Hussein-MacMahon. À partir de la correspondance Hussein-MacMahon, Français et Anglais sous la négociation de Sykes et de Picot font une certaine lecture de l'accord qui leur permet de diviser le Proche-Orient entre zones d'influence et zones d'administration directe, les zones d'influence étant les terres rétrocédées aux Arabes par l'accord Hussein-MacMahon. Et puis ensuite, en 1917, arrive la révolution russe et l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui implique un changement drastique de l'ensemble du droit international, parce que brusquement, en quelques semaines, tout l'impérialisme comme système juridique a été balayé par la nouvelle notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc Français et Anglais sont obligés dans ce contexte de réajuster leur position, d'autant plus que les Britanniques sont en train de faire la conquête militaire de la Palestine, avec une complication supplémentaire, c'est que dans les réajustements, on fait entrer la question du sionisme, ce qui n'était pas le cas auparavant avec l'accord d'Sykes-Picot. Et puis ensuite, en 1918, Français et Anglais ont pris conscience de la nécessité d'acquérir des réserves de ressources en pétrole, parce que pour faire la guerre, il faut du pétrole. Pour avoir du pétrole, il y en a certainement au Moyen-Orient, parce qu'on sait qu'il y en a en Iran, parce que les Anglais en exploitent depuis 1908. Donc, vous avez une négociation pétrolière qui double la négociation politique. Les deux négociations commencent en décembre 1918 et elles aboutissent en avril 1920 à San Remo, où le même jour, dans deux villas différentes, le procès-verbal politique de la conférence de San Remo pour la partie Proche-Orient est rédigé, et d'autre part, on signe un accord pétrolier entre Français et Britanniques. Alors officiellement, ce sont deux négociations distinctes qui officiellement n'ont aucun rapport. Alors, dans ce cadre-là, dans la mesure où on a été obligé d'accepter le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on abandonne toute idée et de zone d'influence et de territoire en gestion directe, qui était la base de l'accord Sykes-Picot, pour transformer cela en mandat de la Société des Nations. Et donc, je dis souvent en plaisantant, un mandat, c'est un CDD, c'est une colonisation à durée déterminée, dans laquelle la puissance européenne mandatée par la Société des Nations
doit amener, dans un délai relativement rapide d'une vingtaine ou une trentaine d'années, le pays en question à s'organiser sous forme d'État avec une constitution de mode parlementaire libéral, les Anglais étant libres de faire des royautés et les Français des républiques. Comme souvent, s'il y avait eu un mandat suisse, on aurait fait des cantons. Donc commencent les histoires des mandats. Sur les mandats, et sur Sykes-Picot, enfin San Remo en fait, et pas Sykes-Picot, vous pouvez avoir deux visions des choses. Vous avez une vision qui en quelque sorte dépossède les Arabes de leur propre histoire, en disant c'est les Français, les Anglais qui machiavéliquement partagent la région et imposent des règles qui pèsent encore aujourd'hui, un siècle après les événements. Et la seconde vision, qui est plutôt la mienne, est de dire les Français et les Anglais ont défini des cadres territoriaux dans lesquels se sont inscrits les forces politiques arabes. Et donc ensuite, à partir des mandats et au-delà de la période mandataire, des forces qu'on pourrait définir comme Beyrouth, Damas, Bagdad, etc., ont imposé l'hégémonie sur le reste du pays en définissant le territoire, la population, etc. Et l'image que j'utilise souvent, c'est de dire les Français et les Anglais ont tressé la carte à San Remo, les Arabes l'ont coloriée. Point 2. Dans la zone bleue, la France, et dans la zone rouge, la Grande-Bretagne, seront autorisés à établir telle administration directe ou indirecte, ou tel contrôle qu'elles désirent et qu'elles jugeront convenable d'établir après entente avec l'État ou la Confédération d'États arabes. Point 3. Dans la zone brune sera établie une administration internationale dont la forme devra être décidée après consultation avec la Russie et ensuite d'accord avec les autres alliés et les représentants du shérif de la Mecque. Est-ce qu'on peut dire ce que ces accords Sykes-Picot ont provoqué assez rapidement? Ahmed Benani. Alors, si on prend par exemple le cas du Liban, vous avez une population chrétienne à hauteur de 50%, une population musulmane, chiite et sunnite compris, évidemment, qui constitue l'autre partie. Si vous mettez ensemble, dans un territoire, deux communautés, deux cultures, de deux religions, de deux traditions différentes, il y a de fortes chances pour qu'une mésentente s'installe. Et on pourrait, par là, par exemple, expliquer les guerres confessionnelles qui ont débuté en 75 et qui ont fait des ravages dans ce qu'on a appelé la guerre civile du Liban. La deuxième conséquence d'importance est la création d'Israël, Israël assimilé aux nouveaux croisés. Ces deux cas suffisent à illustrer, disons, les conséquences néfastes, entre guillemets, de ces accords Sykes-Picot. Et aujourd'hui, je crois que ce à quoi on assiste, ne serait-ce que par les velléités de l'État islamique ou des différentes attitudes géostratégiques de l'Arabie saoudite et du Qatar, a une volonté de réviser totalement ces accords. Le temps est venu d'une nouvelle réécriture d'accords géostratégiques qui supposent la formation de nouveaux États, ou du moins la modification des États actuels, en puissance particulière. La problématique à l'heure actuelle est en train d'être posée en termes d'opposition chiite-sunnite, mais également par rapport à l'État d'Israël. Alors, dans les modifications qui sont entrevues ou qu'on essaye de mettre en place, le nouveau paysage géostratégique serait en somme découpé en trois espaces. Un espace sunnite, un espace chiite et un espace juif. Mais ça va un peu plus au-delà. Vous savez, le redécoupage signifie également qu'on s'interroge de manière critique sur ce qui s'est passé en Europe. Je vous rappelle qu'une des causes, par exemple, de la Première Guerre mondiale, ça a été la problématique d'Alsace-Lorraine. Et puis, pour aller vite,
on est arrivé à l'Union européenne qui est aujourd'hui une entité qui représente 28 États. On a dépassé les visions étroites des nationalismes chauvins. Eh bien, cette dynamique-là, pourquoi l'exclure du monde arabe ou arabo-musulman ? Et aujourd'hui, on peut poser des problèmes en termes de structure fédérative. Le modèle suisse, dont beaucoup se moquent, serait quelque chose de parfait. Une confédération d'États, eu égard à la problématique de l'État-nation jacobin qu'on a emprunté et qui est à l'œuvre et qui donne ces crises multiples. L'État-nation, aujourd'hui, dans ces mondes-là, pour ne pas dire dans le monde, est un concept qui est dépassé. Point 9. Il sera entendu que le gouvernement français n'entreprendra à aucun moment aucune négociation pour la cession de ses droits et ne cédera les droits qu'il possédera dans la zone bleue à aucune tierce puissance, si ce n'est l'État ou la Confédération d'États arabes, sans l'agrément préalable du gouvernement de Sa Majesté, qui, de son côté, donnera une assurance semblable au gouvernement français en ce qui concerne la zone rouge. Dans quelle mesure ces cartes, enfin celles de 1916, mais évidemment celles officialisées ensuite à San Remo, sont encore aujourd'hui celles qui correspondent à la géographie contemporaine ? Henri Laurence. On est encore essentiellement, à part avec les questions touchant en partie la Palestine, sur les cartes de San Remo, avec seule question ouverte, parce que la question n'est pas discutée à San Remo, c'est la question des Kurdes d'Irak, et ça c'est Lausanne, et même au-delà de Lausanne, qui réglera, puisque c'est un arbitrage de la Société des Nations en 1926-27, qui règle la question kurde à ce moment-là, puisque la Turquie revendiquait le vilayet de Mossoul, et l'affaire n'est pas réglée à Lausanne, elle sera réglée par un arbitrage de la SDN un peu plus tard. Il est difficile de penser que le cadre mis en place par San Remo soit réellement remis en cause, puisqu'en quelque sorte, ce sont les Arabes eux-mêmes qui l'ont instauré ou réinstauré ou définitivement constitué après la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, il y a deux exceptions. La première, c'est la question kurde, où il y a en effet une possibilité, il existe déjà une autonomie kurde en Irak, et on pourrait y aller aussi sérieusement vers une autonomie kurde en Syrie. Moi je pense malheureusement qu'il n'y a pas de solution politique immédiate en Syrie et en Irak aujourd'hui. Je peux me tromper, donc on risque d'avoir encore plusieurs années d'ultra-violence, mais qu'en tout cas, s'il y a une solution politique, elle prendra certainement la forme d'une très forte décentralisation, avec des formes fortes d'autonomie dans les États actuels de la région. Donc je pense que le cadre territorial syrien et irakien sera maintenu, mais avec des très grosses autonomies à l'intérieur de ce cadre, et que l'on pourrait aussi penser dans d'autres régions du Moyen-Orient de voir aussi des forces de décentralisation s'exercer. C'est une des options sur lesquelles les Libanais réfléchissent pour leur petit Liban. C'est une des formes auxquelles on essaye de réfléchir pour essayer de résoudre la question Israël-Palestine, et ainsi de suite. Donc dans ce cadre-là, la formule de San Remo va probablement se maintenir, mais on va y introduire des très grandes autonomies locales et régionales quand on sera arrivé à des stades de solution politique. Mais le malheur, c'est que moi je n'en vois pas dans l'immédiat. Point 10. Le gouvernement anglais et français, en tant que protecteurs de l'État arabe, se mettront d'accord pour ne pas acquérir et ne consentiront pas à ce qu'une tierce puissance acquiert de possessions territoriales dans la péninsule arabique.
Certains observateurs et analystes estiment que Daesh n'est en fait qu'une des résultantes des accords de Sykes-Picot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis presque d'accord avec cette thèse. Effectivement, dès 2014, avec l'avancée de l'État islamique, il y a une sorte d'abolition de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et je vous rappelle que la Syrie était sous mandat français, l'Irak sous mandat britannique, et par conséquent, réunir dans les faits ces territoires qui étaient sous deux mandats différents est une manière de dire que toute l'architecture géopolitique sur les accords Sykes-Picot est en train de voler en éclats. Voilà un exemple qui est patent. Alors, je distinguerai dans cette espèce de caractérisation de l'échec des accords Picot, ou pour souligner le fait que ces accords Picot ont volé en éclats, deux choses. Il y a le discours, bien sûr, tenu par Daesh, l'État islamique, etc., mais il y a aussi les faits. Et les faits sur le terrain nous montrent aujourd'hui que les affrontements, les coalitions qui se sont formées, le fait qu'on ait hésité, par exemple, à un moment donné, en partant du point de vue occidental, à faire chuter le régime Bachar el-Assad, et puis après, il y a eu un recul, ces espèces de retournements, montrent bien que tout n'est pas très clair, mais tout va quand même dans le sens d'une modification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, géostratégique régionale. C'est une remise en question, c'est une illustration de la remise en question de l'échec des accords de Sykes-Picot, ou du moins la nécessité de les revoir, de les revisiter, et de les réinscrire dans une nouvelle vision géostratégique. Mais est-ce que vous y croyez, vous, à un nouveau découpage ? Et qui serait fait par qui ? Écoutez, la situation, comme vous le savez, est bloquée sur tous les plans. Alors, je commencerai par une première considération. Le blocage que je mettrais, au sommet de la situation, c'est le printemps arabe. Le printemps arabe, comme vous le savez, a éclaté fin 2010, début 2011. En quelques mois, on a vu 4 dictateurs chuter. Je ne vais pas revenir sur les événements saillants, mais enfin, il y a l'expérience tunisienne, l'expérience égyptienne, avec des risques d'extension à l'ensemble de la région arabe. Et les monarchies du Golfe ont immédiatement réagi en soutenant d'une part les frères musulmans et en barrant la route à ce qui pouvait remettre en question leur forme de despotisme, d'autocratie, etc., etc. Donc il fallait, à un moment donné ou à un autre, que la situation se modifie, que, par exemple, le Conseil des pays du Golfe prenne des positions à la fois militaires. On connaît maintenant le rôle joué par le Qatar sur le plan de ce qui s'est passé en Libye, et on voit ce qui est en train de se passer du côté de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Yémen. Mais le Yémen n'est j'allais dire un prétexte, mais enfin un moyen pour menacer, évidemment, l'Iran. Voilà un des aspects, disons, qui peut expliquer que les choses sont rentrées dans une nouvelle dynamique. Le second aspect, c'est que la priorité ne peut pas être ipso facto accordée uniquement à des considérations religieuses. Il y a aussi dans ces pays-là une volonté des populations civiles de s'émanciper des tutelles archaïques, des formes du patriarcat, le statut de la femme, par exemple, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Tous ces éléments-là participent d'une sorte de bouillonnement qui fait que, voilà, il faut que les choses changent, mais sous le contrôle des structures archaïques anciennes, j'entends politiquement parlant, des gouvernances anciennes. Il est très difficile pour les analystes aujourd'hui de faire des prévisions entre ce qui se passe dans le cadre des relations inter-islamiques, intra-islamiques,
et les interventions de l'extérieur, c'est-à-dire finalement le rôle des États-Unis, le rôle de la Russie. On a l'impression que la guerre froide n'en est plus une, et qu'on risque de rentrer dans une phase de nouveau de conflictualité un peu plus élargie en tout cas que ce à quoi on a assisté jusqu'ici. Ahmed Benani, quel rôle joue le facteur religieux ? Écoutez, Marx parlait de la religion en termes d'opium du peuple. Régis Debray, dont je préfère la remarque, disait la religion est un peu la vitamine du pauvre. Je ne peux pas négliger, même si moi-même je me définis comme musulman non croyant. Alors, cette problématique religieuse est remise à l'ordre du jour parce que il y a eu, suite à la fin de la domination ottomane, suite à la décolonisation, émergence d'un mouvement d'émancipation connu sous le nom de nationalisme arabe. Il va aboutir à cette velléité qui est d'unifier non pas le monde musulman, mais le monde arabe. Et on assiste à l'échec. Tout à l'heure, on faisait allusion aux accords Sykes-Picot qui ont volé en éclats. Eh bien, actuellement, on est en train de voir que la Ligue des États arabes, créée dans les années 40, est aussi en train de voler en éclats. Alors, suite à cet échec du nationalisme arabe, il y a un peu comme un retour à la maison paternelle, là, ce qui pourrait encore unifier ces Arabes-là, de l'Atlantique au Yémen, et qui est l'identité religieuse. Alors, le facteur est utilisé, évidemment, vous le savez. Moi, j'aime pas trop le terme musulman modéré, et il ne signifie pas grand-chose pour moi. Et évidemment, la radicalité de ce même islam, qui se traduit par la violence que vous connaissez, celle des djihadistes, des salafistes, etc., etc., et qui, elle, ne connaît pas de frontières. Et elle frappe aussi bien dans les territoires originels de l'islam qu'à l'extérieur de ces mêmes territoires. Alors, cette réactivation de l'islam, avec ses aspects de violence, montre bien qu'il y a effectivement une volonté d'en découdre avec les ennemis, entre guillemets, supposés de l'islam, lesquels d'ennemis ne peuvent être, en tout cas dans l'impensée des islamistes, que l'Occident laïque, chrétien, dominateur, et évidemment Israël. Ahmed Benani à l'instant, politologue et anthropologue des religions, qui évoquait les ennemis des islamistes, des ennemis qui prennent la forme de l'Occident et d'Israël. Fabien Innenberger. Oui, c'est quelque chose sur lequel on reviendra encore en cette fin de semaine, notamment quand on parlera du califat. Et ça, si je ne me trompe, c'est le programme de demain, le califat. Absolument, tout à fait. L'abolition du califat en 1924. Merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez d'autres informations, des indications bibliographiques, réécoutez certaines de ces émissions, une seule adresse, rts.ch/croisade. Et c'est ainsi que prend fin cette émission d'À-Vue d'Esprit qui fait partie de la grande fresque intitulée Des croisades à l'islamisme, Orient-Occident, regard croisé. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site rts.ch/croisade. Dans quelques minutes après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.